Bonjour Pascal. Bonjour Sophie. Cette fois-ci, c'est moi qui dis bonjour, la première. On inverse les rôles. C'était il y a quelques semaines sur ta page Chercher la source. On est un petit groupe où tout à coup, tu as demandé si quelqu'un voulait se mettre du côté de celui qui interroge. Tu te sentais prêt à parler toi-même. Et ça t'a plu de l'idée que j'ai eue de partir de tes propres mots. En fait, les mots sont extrêmement importants pour toi. Dans le premier livre que tu as écrit, tu en as écrit une dizaine. Donc, le premier livre dont on va parler surtout aujourd'hui, tu écris en quatrième de couverture remonter les mots qui sauveraient. Pour toi, les mots ont été quelque chose qui t'a sauvé, tout simplement. Mais c'était très très long de commencer à les écrire pour toi-même. Et aujourd'hui, tu te sens prêt à les dire oralement, parler de toi oralement, ce qui est quelque chose de difficile, si j'ai bien compris. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est jamais évident et comme tu le disais en introduction, c'est vrai que je l'ai proposé pour un petit peu qui était disposé justement à venir échanger, peut-être un peu me titiller sur mon vécu, en sachant précisément que c'est quelque chose que j'ai du mal à accomplir. Dans un premier temps, accoucher de mots justement écrits, c'était déjà extrêmement douloureux. Mais les verbaliser, pour le coup, c'est encore beaucoup plus difficile. C'est encore une autre mise à nu, évidemment, que d'être face au papier ou face aux autres aussi. C'était important de fait pour moi de me dire à un moment donné, franchir le cap en, en sachant aussi que d'autres personnes, évidemment, avant moi, que j'ai eu l'occasion d'interviewer sur ma chaîne, ont fait ce pas-là et que souvent en off, elles me disaient elles-mêmes, mais j'ai peur, je panique un petit peu, c'est la première fois. J'espère que ça va bien se passer. Et puis j'étais du côté où quelque part je les écoutais, je les rassurais, et j'essaie d'avoir une écoute bienveillante et active pour leur faire quelque part confiance et faire en sorte qu'elles puissent accoucher de leurs propres mots. Donc à un moment donné, je me dis c'est important aussi de soi-même se jeter à l'eau pour soi et aussi, comme j'aime le dire, pour les autres, pour que les autres se disent mais ça fait écho. Et puis peut-être qu'ils se disent aussi mais mon histoire finalement elle me semblait tellement terrible, tellement indicible. Et puis finalement, quand j'entends d'autres personnes et que ça fait écho, peut-être que moi aussi je peux oser un jour prendre la parole. Et je crois que quand on dit la parole libère, c'est pas juste un slogan, c'est vraiment une réalité. Et cette réalité, parfois, ça prend des plombs avant de la mettre en œuvre. D'où mes résistances très très profondes et très très longues, pas par souci de me cacher, mais juste par impossibilité de dire. Et puis à un moment donné, de se dire que de fait, on se sent mûr pour aller, je dirais, au fond des choses, c'est-à-dire au fond de soi, et plus simplement essayer de rester dans l'intellect. C'est ça en fait, descendre de l'intellect vers le cœur. Et pour moi, ça a été le plus compliqué. J'ai effectivement essayé de faire ça, d'essayer de réaliser ça, d'abord à travers mes livres. Et le premier que tu as cité, Folie du Père, Silence de la Mère, c'était un premier accouchement, mais extrêmement douloureux. C'est-à-dire que les mots ont toujours pris énormément de sens pour moi, pour justement essayer de circonscrire ce que j'avais vécu et qui restait très très confus. Mais du coup, sortir les mots, c'était un petit peu sortir de ce long silence et avec ce sentiment de culpabilité, de honte et de trahison de dire ce qui devait quelque part rester caché. Donc, tu as commencé à écrire il y a une quinzaine d'années environ, quelque chose comme ça. Il n'y a pas les dates Ouais, sur tes livres, mais je pense que ça non, correspond à peu près une quinzaine d'années. ouais, Et puis, après coup, tu as écrit un blog et puis ouvert ta chaîne YouTube. Et tout ça, c'était à chaque fois pour écrire, finalement, écrire en partageant avec d'autres à travers le blog, donc rencontrer l'autre.
et puis ensuite écouter l'autre à travers ta chaîne YouTube où tu écris, j'ai mis à côté ça, cette chaîne a pour but d'entrer en lien avec autrui, de le rejoindre dans son intimité, dans ce qu'il a de plus cher et de plus fragile aussi. Et tu es prêt à faire le pas maintenant. Oui, c'est ça en fait. Mais c'est drôle parce qu'en fait quelque part le pas par rapport au blog, le pas par rapport au groupe Facebook chercher la source ou le pas vers la chaîne, j'ai chaque fois eu besoin quelque part de me sentir autorisé à le faire. C'est-à-dire que c'était chaque fois des personnes extérieures qui me connaissaient déjà un peu par ailleurs évidemment, qui m'ont dit mais tu devrais faire ça en fait. C'est un pas intéressant et chaque fois je me suis dit j'avais besoin de l'autre, de la confiance de l'autre peut-être de fait pour me dire ce pas supplémentaire, je peux le faire. Et puis chaque fois de fait ça apporte énormément de choses positives pour soi et pour les autres. C'est chaque fois une ouverture en soi qui se crée et c'est chaque fois aussi du coup une ouverture vers les autres qui s'offre quoi. C'est comme une main tendue. Après avoir été dans le silence et extrêmement enfermé sur soi, du coup, se dire qu'un jour, il y a peut-être effectivement la possibilité de sortir de soi pour tendre une main à l'autre, c'est magnifique quand on sait d'où on vient et que l'on devine parfois d'où les autres viennent aussi et se dire on peut se rejoindre malgré le passé, c'est j'ai envie de dire presque entre guillemets miraculeux quoi. C'est vrai que là, tout dernièrement, tu as un peu devancé ces interviews que tu comptais faire en te lançant poussé aussi dans le dos par Lorraine qui t'a proposé de faire une vidéo et j'ai été très très impressionnée par cette vidéo en monologue où tu as eu comme tu as un peu en 50 minutes brossé ta vie euh, jusqu'à aller au cœur de toi-même. J'ai trouvé ça très très impressionnant comme authenticité et profondeur et fragilité aussi, comme tu le dis dans l'introduction de ta chaîne. Se rejoindre dans ce qu'on a de plus cher, c'est aussi se rejoindre dans sa fragilité. Il y a probablement un lien entre les deux parce qu'on est là où ça nous touche, comme tu dis dans ta vidéo. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, quelque part, je sentais que la nécessité se ferait un jour de devoir parler comme je le fais aujourd'hui, parce que quelque part, c'est dans mon cheminement, c'est dans mon cheminement, comme j'étais extrêmement mutique, que je n'avais pas les mots, je savais que pour moi, la parole serait effectivement source de libération. Et la parole, elle passe évidemment par ce qu'il y a de plus authentique, c'est-à-dire ne plus parler entre guillemets pour faire du vent ou pour se cacher ou pour se fuir ou pour faire diversion, mais il y a des mots qui sont justes et il y a des mots qui sonnent faux. Euh, Yolande d'ailleurs avait très gentiment il y a quelques mois m'avait proposé de faire ce même échange que l'on fait aujourd'hui, Sophie, et j'avais accepté et j'avais senti que malgré les efforts de Yolande pour essayer de me faire parler, ça restait effectivement très compliqué. Donc du coup, cette vidéo, elle a été tournée, mais je ne l'ai pas mis en ligne parce que je me disais qu'elle n'était pas juste malgré je dirais les efforts de Yolande pour me faire parler. C'était dire aussi la difficulté de pouvoir dire, et je pense que derrière ça, il y a une sorte de peur de dévoiler en fait un secret. Je pense il y a toujours quelque part derrière des grandes peurs un secret de famille qui ne peut pas se dire. Il y a une sorte de résistance, comme s'il y avait encore un parent ou les deux, ou éventuellement encore au-delà des parents, quelqu'un qui te disait c'est interdit. Et quelque part, tu l'as conscientisé, ou tu l'as inconsciemment intégré, et ça prend des plombes avant de fracasser en fait ce silence et ce passé qui ne t'appartient pas en fait, pour justement te dire mais vous m'avez interdit de parler et en fait vous m'avez interdit de raconter votre propre histoire et vous me l'avez fait subir, vous me l'avez fait porter et cette histoire en fait c'est pas la mienne quoi, je n'en veux plus et donc oui et du coup on prend la parole.
C'est pour ça que ce qui te plairait, et donc je vais venir à ça, c'est de partir vraiment de tes mots pour pas devoir te jeter dans le vide, mais partir de la parole que tu as déjà réussi à écrire dans ces livres à l'arrache un peu. Tu utilises l'expression de Annie Ernaux, l'écriture comme au couteau. Et on a l'impression en lisant tes livres qu'à certains moments, tu es vraiment en train d'enlever, de peler euh, toutes les couches du masque un peu que tu as mis sur toi pour essayer de paraître la personne que tu voulais, qu'on t'avait dit d'être, mais qui n'était pas toi. Tu parles d'une fissure à l'intérieur entre deux personnes en toi, le rôle que tu dois jouer. J'ai retrouvé le passage. Tu commences ton livre d'ailleurs en disant: la vie n'est-elle pas un peu comme une pièce de théâtre de la Grèce antique dans laquelle j'aurais à jouer un rôle? Et après, tu dis: le mien si possible. Et dans toute cette page, on voit que tu poses la question de l'acteur. Serais-je un jour l'acteur de ma vie? Comme si tu avais été jusque-là un acteur avec un masque. Et il est question de revenir à l'origine, les racines euh, qui dévoileraient ta face. Il faut te démasquer d'urgence. Et ça m'interpelle par rapport au nom que tu t'es donné dans ce livre. Tu voulais être anonyme au début et tu t'es donné un autre nom. Si c'est bien ça, tu t'es appelé Pascal Bayon. Et le bayon, c'est à la fois comme un masque, en fait. Hein, quand on met les masques chirurgicaux, c'est comme un bayon qui empêche de respirer, qui étouffe, qui empêche de parler. Il semble qu'il y ait tout ça un peu derrière. Et le titre est éloquent parce que folie du père, silence de la mère. On mettait un bayon sur les gens fous à l'époque. Et silence de la mère par rapport à cette folie, tout est dit un peu dans cette entame, dans ce titre, avec ce nom que tu te donnes. Oui. Il y a beaucoup qui est dit, en tout cas, déjà. Dans ce silence, il y a beaucoup qui est dit aussi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est un titre qui n'a pas été choisi par hasard, évidemment. C'est un titre c'est une sorte d'oxymore, c'est-à-dire Pascal, c'est la résurrection et le baillon, c'est la mort, c'est-à-dire le silence imposé ou qu'on s'est imposé, et les deux se nourrissent l'un l'autre. Euh, L'idée étant que par l'écriture pour reprendre les mots d'Annie Ernaux, effectivement, c'est ça, c'est le couteau. Le couteau, c'est en fait quelque part creuser jusqu'à la blessure, en fait, c'est ça. Il y a un enfant qui saigne en fait au fond de soi et il faut en revenir à cette blessure enfouie, cachée, ensevelie, parce qu'elle continue à créer cette blessure et on ne la traite pas, on ne la soigne pas, on ne met pas des mots dessus et personne ne met des mots dessus et du coup elle continue à saigner par devers soi et très longtemps on peut se dire mais finalement en étant dans le déni, en continuant à vivre sa vie dans le quotidien, on va réussir finalement à aller mieux jusqu'au jour où on se rend compte que c'est pas le cas et que du coup on prend une feuille blanche et puis on se dit je vais commencer à poser des mots sur sur mon histoire, oui. Alors Pascal Bayon aussi, comme à l'époque j'étais catholique, en fait Pascal Bayon c'est aussi un saint de l'Église catholique. J'aimais beaucoup en fait aussi tous ces divers sens. Euh, oui, oui, bien sûr, Pascal Bayon et puis le Bayon, c'est un mot en fait qui m'a percuté en fait chez Charles Juliet dans son journal où il parle justement du Bayon, de toutes ces personnes qui sont dans l'impossibilité de parler et parfois du coup il y a des auteurs, des écrivains qui ont fait ce chemin quelque part un peu pour eux, c'est-à-dire en fait que ces écrivains donnent les mots à ces personnes qui n'ont pas les mots, mais qui quelque part restent juste avec leurs mots. Ils sont dans l'incapacité effectivement de comprendre ce qu'ils vivent, ce qui fait que euh, ils vivent dans la confusion, ce qui effectivement était mon cas. Quand on porte un bâillon et que l'on est effectivement mutique,
l'être se dissocie. Et donc on vit à côté de son corps, on vit à côté de sa vie, et on ne comprend pas en fait ce qui se passe. Et on est dans un mode de survie jusqu'à ce qu'éventuellement un jour un événement suffisamment grave surgisse dans ta vie, et puis tu te dis maintenant c'est une question de vie ou de mort. Il y a vraiment un besoin vital, et l'étouffement ne suffit plus. Il faut y mettre fin, sans quoi effectivement étouffer jusqu'au bout, c'est mourir, quoi. On peut mourir physiquement en se suicidant, et on peut mourir psychiquement en tombant dans la folie. Cette question de vie ou de mort, elle est présente partout dans ton premier livre et déjà très très fortement dans le quatrième de couverture en fait. Déjà dans le sous-titre de la première page, il y a une expression extrêmement forte qui est pour en finir, qui peut être à double sens. C'est extraordinaire. Enfin, j'imagine, tu peux dire toi-même s'il y avait un double sens dans cette expression. Oui, bien sûr. C'était qui tout double, c'était soit effectivement on en finissait dans le sens où finalement on n'en sortirait jamais, soit on va tâcher de mettre des mots pour en finir avec cette histoire passée, cette enfance détruite. Et alors, de fait, j'ai souvent eu cette image en fait d'une sorte de fracture originelle et dans laquelle l'enfant finalement est enseveli. Et cet enfant n'étant responsable de rien, un jour on se dit mais je vais cesser de le rendre coupable de quelque chose qui lui appartient pas et je vais en fait lui tendre la main. Donc on prend soin soi-même en fait de son propre enfant puisque les parents ne l'ayant pas fait, on n'a pas d'autre choix quelque part que d'avoir ce sursaut et de se dire je vais peut-être réussir l'impossible malgré tout, en sachant qu'autour de soi, parfois les épreuves sont trop lourdes à porter et on n'y parvient pas toujours, quoi. Et c'est vrai que heureusement, je suis resté très longtemps en fait avec une étincelle parfois qui était plus qu'une étincelle, mais à certains moments dans ma vie, je me suis quand même dit que l'étincelle était vraiment sur le point ou la mèche était sur le point de s'éteindre et il fallait pas grand-chose pour que je désespère à un moment donné. Et il y a des jours quand même, on peut se dire que se lever et vivre son quotidien comme si de rien n'était, justement, en se cachant des autres et en faisant comme si tout allait bien. Il y a des jours où on se dit que c'est plus lourd que d'autres de faire semblant. Et moi, j'ai écrit ce livre à l'âge de 40 ans, justement, quand j'ai eu mon cancer. Et c'est ce qui m'a obligé d'être en roue libre, c'est ce qui m'a obligé de m'arrêter et de me dire le travail, il peut combler, il peut être un moyen de se fuir, il peut être un moyen d'avoir une certaine reconnaissance. Et sur le plan intellectuel, c'est effectivement, je dirais, très riche. Mais sur le plan affectif, c'est c'est quand même un effondrement avec lequel on vit. Et à un moment donné, je me souviens, c'était en allant vers le palais de justice, en fait, je me suis dit à un moment donné, mais il faut arrêter de vivre ton quotidien comme ça et de fuir ta vie. Il va falloir maintenant que tu prennes les choses à bras le corps. Et c'est ce que je nécessitais de faire en fait à travers l'écriture, livre après livre. En fait, chaque fois que je terminais un livre, je savais que j'avais pas terminé, que je devais rouvrir une nouvelle page. Et du coup, c'est sans réfléchir, sans aucune perspective d'avenir, je dirais que j'ai continué d'écrire en me disant la veine n'est pas asséchée, je dois continuer à creuser. J'aime beaucoup l'image du puits encombré de gravats et la source au fond est complètement, elle est pas tarie en fait, mais elle est juste très encombrée quoi. Donc il faut déblayer. Et puisque personne d'autre que soi ne peut le faire, il faut prendre son courage à deux mains, retrousser ses manches et se dire je vais enfin prendre soin
de cet enfant intérieur. C'est beau comme on voit effectivement dans ton livre que au début tu parles de une main que tu as besoin qu'une main vienne te secourir et à un moment donné ça se retourne en toi-même, tu viens prendre la main de ton enfant intérieur. Et j'imagine que c'est un pas décisif. C'est comme ce que tu dis là quand tu vas vers le palais de justice. Tu en parles aussi dans ton livre. À un moment donné, c'est toi-même qui fais le serment. Si tu parles d'un serment. Et dans ton quatrième de couverture, tu dis aussi ce journal est mon livre testament. Et tu parles d'héritage. Donc à un moment donné, il y a une espèce de pacte de passer de la mort à la vie quelque part. Testament, c'est impressionnant parce que c'est à la fin de la vie et en fait c'est au début de la vie que tu écris ce testament quelque part pour déterrer la folie du père, le silence de la mère comme tu écris. Donc on est vraiment dans un registre de l'inverse de l'enterrement quelque part. Et tu écris effectivement, mais pas incertain sont nés de cet impérieux besoin, ne pas mourir avant d'avoir vécu. C'est comme Ben si oui, tout était à l'envers, en fait, dans ta vie. Tu commençais par la mort et tu te disais, je veux pas mourir avant d'avoir vécu. J'avais ouais, juré à l'enfant perdu. C'est cet enfant-là, au fond de, comme tu disais tout à l'heure, de la fracture de son tombeau quelque part que tu vas aller chercher. oui, bien sûr. L'enfant perdu, c'est un peu Peter Pan, le conte de Peter Pan. Euh, Cet enfant qui est insouciant, qui en fait ne l'est qu'en apparence. Et, euh, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on a subi sa vie, que très longtemps je me suis dit que j'allais la subir jusqu'à la fin de mes jours, à un moment donné, il y a eu ce sursaut et je me suis dit, mais je dois effectivement faire un pacte, je dois déceler quelque part le tombeau. Et oui, c'est ça, déceler le tombeau et ouvrir, ouvrir le tombeau pour aller chercher l'enfant, bien sûr, oui, c'est ça. Et ça, c'est très fort de se dire qu'à un moment donné, on va quelque part démentir le destin qui est censé peut-être être le sien. Parce que c'est dans le titre, mais c'est vrai que comme mon père en fait était schizophrène, très longtemps j'ai eu peur même de devenir fou. Et ces hospitalisations, ces médicaments, ces camisoles chimiques, j'ai vraiment le sentiment d'avoir été élevé sans aucune affection paternelle et dans l'incompréhension la plus complète de notre mère, puisque j'ai une sœur. Et j'ai pas pu en parler à ma sœur n'a pas pu en parler non plus. Et autour de moi, il n'y a pas eu, comme on appelle, d'études résilients, pour reprendre les mots de Boris Cyrulnik. Donc, il n'y a pas eu de grands-parents, de tantes, de cousins. Donc, aux yeux de tout le monde, en fait, tout allait bien. On vivait, nous, en Allemagne, et puis le reste de la famille vivait en Belgique. Il y en avait de temps en temps dans la famille, et puis je n'ai jamais parlé, en fait, de mon mal-être intérieur, je n'ai jamais parlé de mon père, je n'ai jamais parlé de ma mère. C'est comme s'il y avait quelque chose qui, implicitement, était évident. Il faut se taire. Et donc, je me suis tu. D'où le bâillon. J'ai retrouvé je ne sais pas si c'est ce texte-là dont tu parlais de Charles Juliet, parce que j'ai retrouvé un texte où il parle des bâillonnés. Ouais, ouais, oui, oui, oui. C'est vrai que c'est tes mots qui t'ont sauvé et aussi les mots des autres, et en particulier les écrits de Charles Juliet où il est dans l'authenticité de sa blessure intérieure. Oui, oui, il parle de la cohorte.
des Je vais lire multivers. le texte, si tu veux bien, je l'ai retrouvé. Super, je te laisse lire. Lorsque se lève en toi, lorsqu'elles se lèvent en toi, que tu leur parles, tu vois s'avancer à leur suite la cohorte des bâillonnés, des mutiques, des exilés des mots. Ceux et celles qui ne se sont jamais remis de leur enfance. Ceux et celles qui s'acharnent à se punir de n'avoir jamais été aimés. Ceux et celles qui crèvent de se mépriser et se haïr. Ceux et celles qui n'ont jamais pu parler parce qu'ils n'ont jamais été écoutés. Ceux et celles qui ont été gravement humiliés et portent au flanc une plaie ouverte. Ceux et celles qui étouffent de ces mots rentrés pourrissant dans leur gorge. Ceux et celles qui n'ont jamais pu surmonter une fondamentale détresse. Ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, tu es écouté. Je ne sais pas si je sais écouter, mais en Là partie, oui. maintenant. Oui, là maintenant, oui. Oui, oui. Oui, 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 parce que ce qui me demande un effort quelque part pour me mettre dans la peau de celui qui est écouté, ça reste un exercice difficile pour moi. Et les mots que tu as lus de Charles Juliet, pour moi, sont des mots extrêmement, j'ai envie de dire, fondateurs. C'est-à-dire qu'en quelques mots dans ce poème, en fait, qui est tiré de Lambeau, où il parle de ses deux mères et sa mère, effectivement, biologique, est morte en hôpital psychiatrique de faim. Donc c'est clair que Charles Juliet, évidemment, il me touche par la racine, c'est-à-dire que je me suis senti cette humilié, cette impossibilité de trouver les mots et du coup d'être en lambeaux, euh, comme sa mère a pu être en lambeaux. Et c'est assez étonnant en fait de tomber comme ça un peu par hasard à un moment donné sur un écrivain, parce que j'ai beaucoup lu évidemment. Lorsque j'étais catholique, j'ai lu beaucoup d'ouvrages qui tournaient autour de la foi. Et ça ne me guérissait pas, ça ne m'aidait pas à avancer, ça ne m'aidait pas à me libérer de ce que je vivais, de celui que j'étais. Et donc là, il y a eu une remise en question aussi. Et quelque part, je me suis pris cette remise en question grâce à San Rougier, parce qu'en fait, c'est San Rougier qui est un prêtre catholique, justement, qui parlait dans un livre de la dépression et en citant différents auteurs qui ont traversé cette dépression, ici notamment Charles Juliet. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit, tiens, ce Charles Juliet, en fait, ça m'intéresse. Et j'ai lu effectivement son premier livre, Ténèbres en terre froide, qui est un livre extrêmement dur, extrêmement ténébreux, extrêmement froid, où on est face à soi et puis dans une grande solitude et une grande confusion, en ne sachant pas du tout ce que l'on va devenir. Et par les mots aussi, il a essayé justement de se désenténébrer quelque part, d'essayer d'accéder à un peu de lumière. Et au fil de ces journaux, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que il semblait extrêmement dépressif et finalement, il parvient à désagréger ce qui le plombe. Et je me suis dit, si lui, en fait, il parvient, peut-être que je peux commencer à y croire aussi. Donc ça a été quelqu'un qui m'a rejoint au plus profond de l'être et je n'ai jamais trouvé en fait un écrivain ou une écrivaine qui m'est à ce point redonné espérance parce qu'en fait c'est ça, c'est grâce aux mots des autres se dire à son tour que l'impossible peut-être peut devenir possible quoi. C'est quand même un sacré renversement et du coup ça remet en route, ça remet en marche, ça redonne espoir et quand on a vécu dans le désespoir, c'est vrai que les mots d'un autre qui te touchent, ce n'est pas rien, quoi. C'est tout.
Et tu fais la même chose aussi pour les autres à travers l'écriture, puisque tu as écrit une dizaine de livres qui sont en auto-édition, mais publics. Et dans ton blog aussi, j'ai trouvé un texte où tu t'adresses toi-même à ceux qui sont en souffrance. Quelque part, c'est aussi ça, j'imagine, qui t'a sauvé. Le fait d'aller à la rencontre de personnes qui ont traversé les mêmes choses que toi ou qui traversent les mêmes choses que toi et de pouvoir se reconnaître, comme tu le dis parfois, reconnaître un autre toi-même et que l'autre reconnaisse un autre lui-même en toi, que vous puissiez partager. C'est comme tu dis aussi dans l'introduction de ta chaîne YouTube, ta passion, c'est l'écriture et la rencontre avec l'autre toi-même. Et là, j'ai retrouvé un texte où tu parles à quelqu'un, alors je sais pas qui, mais j'imagine, tu me diras que tu t'adresses à des personnes que tu as rencontrées qui traversent les mêmes gouffres. Et on sent en même temps une immense espérance justement dans ton texte. Et à travers d'ailleurs tout ton livre et tous tes écrits, il y a à chaque fois en même temps une espérance et en même temps une hargne à vouloir t'en sortir qui a payé parce que tu dis être remonté du gouffre. Donc, je dis ça exprès pour donner quand même espoir aux auditeurs qui se disent Ouais. « Oh là là, mais c'est plombant ici !» On est avec des grands dépressifs. Ouais. Non, c'est un chemin qu'on est effectivement en train de retracer, mais c'est important aussi justement de ne pas se mentir et de ne pas dire youpi, la vie c'est génial et faites comme moi et vous claquez des doigts et puis vous allez sortir du gouffre quoi. Donc c'est un chemin et puis c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit mais Pascal, c'est pas grave si tu retombes, c'est pas grave si ça reste compliqué, c'est pas grave si tu n'es pas résolu. C'est vraiment un chemin, quoi. Et c'est un chemin qui ne prendra jamais fin pour moi. C'est un chemin, et c'est chaque fois d'autres découvertes, quoi. Et quand on fait un pas en avant, que l'on sort effectivement un petit peu de ce gouffre, à un moment donné, c'est suffisamment solide en soi pour ne plus y retomber, pour ne plus y revenir. Et donc, c'est là qu'on se dit à un moment donné, waouh, ça a été laborieux, mais ça en valait la peine, quoi. Et du coup, on revient quand même en arrière parce qu'on doit commencer quand même par ce qui t'animait il y a une quinzaine d'années. Et Ouais. donc, je vais lire ce texte, si tu veux bien, que j'ai trouvé sur ton blog. On avait dit qu'on prenait les textes dans tes livres, mais finalement, ton écriture, c'est ton écriture. C'est très bien. Et ceux que j'ai trouvés beaux, hein, je me permets, je choisis, c'est moi l'animatrice. Certes. Le titre, c'est Étranger à soi-même, c'est possible? Je lis le texte. Je sais les luttes qu'il te faut mener, non pas contre les autres comme trop longtemps cru, mais d'abord contre toi-même. Je sais les taux qui se referment sur le cœur à en crever de solitude et de douleur. Je sais le poids des jours qui sur tes frêles épaules pèsent des tonnes. Je sais la confusion et ces idées folles qui te submergent et semblent ne jamais finir. Je connais ces éclaircies qui, au lieu d'être une bouffée d'air, te renvoient plus douloureusement en enfer. Je connais ce monde hostile qui t'habite et te rend étranger à toi-même et aux autres. Je connais ce harcèlement qui t'oppresse jour et nuit et te fait dire que tu ne mérites pas de vivre. Je sais cette voix infernale, telle une musique obsédante qui sans fin te condamne. Renoncer à tout savoir, tout désir, toute espérance et marcher de nuit à la dérive. Je sais les luttes interminables qui se jouent et se rejouent en toi, exténuantes, meurtrissantes, obsédantes, te laissant sans répit à la recherche éperdue d'un tu ne sais quoi. Tes larmes pour toute consolation, l'alcool pour colmater les brèches, la pensée du suicide pour adoucir tes jours, telle l'ultime porte de sortie, te voilà laminé, jeté au fond du trou, dans une nuit obscure qui ne doit jamais finir. Là, on est vraiment au fond du gouffre. Une petite parenthèse. Tu perds tes repères, tu quittes le rivage et ta barque prend l'eau de toutes parts. Ton savoir, tes illusions, tes projets et désirs, tout est jeté par le fond. Tu es seul, loin de tes semblables, face à toi-même, mutique, incapable de comprendre ce qui t'arrive. Tu ne peux rien devancer, tu ne sais plus rien désormais. Tu as perdu tes illusions. Quelle réputation, quel idéal, quelle image vouloir sauvegarder encore? Tes mains sont vides, ton être est un bois mort et il te semble avoir quitté le monde des vivants.
tu ignores encore que la mutation est en marche, que la destruction de ton embarcation permettra seule ta renaissance, que tu retourneras un jour auprès de tes semblables. Et ça, c'est l'écriture de tes livres qui parle de cette remontée du gouffre, de cette mutation où tu reviens auprès de tes semblables. Oui, c'est ça. En fait, ton peut être semblable sans être présent, sans être en lien, et effectivement, parce qu'on porte un lourd trauma, et donc un masque, et du coup, on doit s'isoler, faire ce chemin, ce retour sur soi, en fait, ce chemin en arrière, ce passé qu'on a laissé, cet enfant qu'on a délaissé, et, euh, et aller effectivement chercher les mots, creuser pour comprendre. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné aussi, justement, on devient de fait capable de, de rejoindre autrui. Voilà, quelque part, j'ai le sentiment que plus on a connu son propre fond, et plus on est capable de rejoindre l'autre dans les pires épreuves qu'il peut traverser. Et au début, ça me surprenait d'ailleurs toujours de me dire, c'est incroyable comme parfois il suffit d'un mot juste lors d'un repas pour que l'autre du coup se dévoile, parce qu'il sent il peut parler en vérité en étant enfin entendu. Et finalement, ce sont les plus belles rencontres. Après, faut pas forcément passer par là pour avoir des chouettes rencontres, évidemment. Mais quand on est passé par là, non pas par choix, mais par nécessité, et qu'on essaye de fait de reprendre un peu de souffle, on se rend compte que les personnes qui font cette traversée du gouffre, on a quand même des mots justes aussi pour euh, leur dire je te comprends euh, et j'ai confiance en toi et puisque moi j'en suis sorti, je pense que tu peux peut-être aussi t'en sortir en fait. C'est ça en fait rejoindre autrui, oui. Oui, c'est beau de voir ce parallèle entre cette mort intérieure à toi qui fait que tu dois mettre un masque pour faire semblant d'être vivant et qui fait que tu rejoins pas l'autre. Il y a un lien entre les deux et au moment où tu vas creuser pour retrouver la vie à l'intérieur de toi, tu rejoins l'autre dans sa vie à lui et ce qui m'aide la vie, c'est un cercle vertueux, quoi. Parce que ta chaîne YouTube, c'est un peu ça quelque part. C'est permettre, quand on voit les témoignages des personnes qui ont pu parler sur ta chaîne et qui ensuite disent, bah, c'est la première fois que j'ai pu parler et quelque part ça a amorcé un chemin de vie pour eux, ben c'est quelque part contagieux, quoi. Il y a une Oui, oui, oui. fécondité mutuelle. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est assez incroyable en fait. C'est parce qu'en fait, quelque part de nouveau, je déteste prévoir des choses ou faire des choses pour arriver à tel résultat. Donc comme tout en fait, les mots, le blog, chercher la source ou la chaîne YouTube, en fait, ça se fait un petit peu comme ça, un peu à l'improviste, à la sauvette, et puis c'est un échange après l'autre, et puis effectivement après ça fait une sorte de mosaïque de personnes qui ont eu l'occasion d'échanger, parfois avec des vécus tellement différents. Et là, de nouveau, c'est là aussi que je me dis, ce sont des vécus différents, mais en fait, au fond du fond, ça a beau être différent, justement, dans le fond, on se rejoint quand même toujours, parce que c'est quand même toujours la même chose qui est en jeu dans le fond, c'est-à-dire l'humiliation subie, l'emprise, le conditionnement, le formatage, l'impossibilité d'être soi, et ce nécessaire retournement justement pour à un moment donné se dire stop, ça suffit, j'en peux plus, j'étouffe et maintenant je vais euh, je vais me prendre en main quoi, ou je vais faire aider, ou je vais pas en tout cas en rester là jusqu'à la fin de mes jours, c'est plus possible quoi. Et tous ces témoignages, c'est ça aussi, je veux dire, c'est des témoignages souvent douloureux, mais en même temps, il y a quand même souvent une source d'espérance. Je veux dire, toutes ces personnes, elles ont cheminé, quoi. Elles se sont pas flinguées, elles ont cheminé. Et ça,
c'est magnifique d'entendre ça. Et c'est chaque fois aussi une main tendue à eux-mêmes et de nouveau pour les autres. J'aime beaucoup en fait cette idée. Ils vont prendre la parole, c'est parfois pas évident, mais après ils vont pouvoir se dire waouh, je l'ai fait et j'ai dit des choses en fait que je pensais pas dire et des choses que si je les réécoute après, je m'aperçois aussi en fait que c'est un éclairage parfois supplémentaire en fait sur ce qu'on a vécu. Le fait de verbaliser, c'est une sorte d'accouchement qui permet d'aller encore plus loin. Et puis de fait, là c'est le saut dans le vide, c'est la prise de risque. On ne sait pas évidemment comment ça va être reçu, mais il suffit d'un témoignage, on se dit ça valait la peine quoi. Si une personne a pu être aidée, c'est juste magnifique quoi. Il en faut pas plus. Pour une personne, ça change tout. Et tu parlais de, je sais plus. Tout à l'heure, tu disais, à un moment donné, il faut une amorce pour commencer à se retourner. Je vois deux amorces dont toi tu parles. Ben, la première, c'est ce que tu disais quand tu marches vers le palais de justice et tu te dis maintenant c'est plus possible et tu te fais un serment d'aller rechercher l'enfant perdu. Et puis tu parles aussi d'une autre amorce, toi, qui est en fait grâce à ta femme. Euh, qui t'a dit il faut qu'on aille voir un psy ensemble et en fait l'excuse entre guillemets c'était le côté trop intrusif de la belle-mère qui est quelque chose d'assez connu dans les couples Ouais. et voilà donc un côté trop intrusif de sa belle-mère c'est-à-dire ta mère et elle avait besoin d'en parler avec un psy et ça a été un moment décisif pour toi. Tu dis l'empreinte d'une amorce qui a fait que de nouveau, il y a un espèce de serment. Je ne reporterai plus, tu écris. Je viens d'en faire le serment. Je ne reporterai plus ce moment de cercle vicieux. Je décide de le briser. Et les séances de psy seront autant d'incises dans ma nuit. Ouais. De nouveau, il y a eu des mots grâce à ces séances, je suppose. C'est de nouveau. Oui, parce que c'est vrai que mettre des mots à travers un livre, c'est de nouveau face à soi-même et ça reste dans un livre avec ce que l'on peut éventuellement comprendre. Mais le fait de verbaliser les choses, c'est aussi avoir un retour, une oreille attentive, une écoute bienveillante, et puis une personne a priori compétente qui va pouvoir un petit peu déblayer en fait tout ce qui a déblayé par rapport à ce passé. Et c'est vrai, c'est très juste en fait ce que tu as lu, ce que tu as dit, c'est que moi évidemment c'était une démarche extrêmement compliquée, donc je l'ai accepté parce que quelque part c'était un peu par la tangente que ça allait se dérouler, c'est-à-dire que le problème c'était pas ma vie, c'était pas moi. C'était pas le couple, c'était la belle-mère, c'était ma mère. Euh, c'est vrai que Plus facile. c'est plus facile, c'est plus facile. Après, on remonte le fil, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Et on se dit, zut, dans quel guet-apens je me suis jeté. C'est l'arbre Euh, qui cache la forêt. c'est l'arc qui cache la forêt, oui, c'est ça. C'est l'aiguille dans la botte de foin. Parce que de fait, voilà, c'est vrai que avoir sa mère qui s'immisce un peu dans la manière dont il faut éduquer ses enfants, c'est parfois extrêmement compliqué à vivre, surtout qu'on a l'impression d'être dépossédé en tant que parent. La mère c'est mieux que soi, et donc elle fait un peu la morale, elle dit comment éduquer, comment faire, comment agir et comment dire. Donc à un moment donné, effectivement, on se dit non, mais c'est plus possible, il faut sortir de ce cercle vicieux. Et puis effectivement, voilà, après ça, ça travaille quoi, c'est-à-dire que vous avez une mère effectivement qui peut être dysfonctionnelle, mais quelque part vous-même ça vous a aussi impacté du coup. Et donc ça explique les problèmes de couple, ça explique les propres problèmes du coup par rapport évidemment à la relation à soi. Et c'est tout ça qu'il va falloir quelque part décortiquer. Et pour moi en fait c'est vrai que c'était a priori redoutable et dans un premier temps juste impossible parce que mon père évidemment il a vu des psys.
aussi à son époque, avant d'être dans une annexe de l'hôpital psychiatrique et d'y rester, il a vu des psys pour essayer quand même d'aller mieux. Et ça n'a visiblement pas eu l'effet escompté. Et je me suis dit, si pour lui ça n'a pas marché, pour moi non plus en fait. Et donc quelque part c'était. Et puis c'est vrai que parler de nouveau, c'est fracturer le silence, c'est sortir de son mutisme, mais c'était extrêmement douloureux physiquement. C'est comme un poids sur le cœur c'est comme un étau en fait. C'est un étau et avec une énorme pression, une énorme angoisse qui ont été comprimées pendant des dizaines d'années. Et puis à un moment donné, on dessert l'étau en parlant et encore vraiment par bris, par petits mots. C'était extrêmement lent, extrêmement douloureux et puis après le psy de couple, j'ai j'ai été voir Mais ne va pas trop vite parce qu'on n'a pas commencé ton livre. j'ai été voir Trois petits pois, je te laisse la suite. Mais oui, parce que... Attends. J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que à un moment donné dans ton livre, tu commences vraiment... Aujourd'hui, enfin, je peux voir en face ce qui meurtrit ma chair et je fracasse le silence de mort. Tu écris silence de mort avec des traits d'union. C'est vraiment un moment puissant. Il y a beaucoup de puissance, je trouve, dans ton livre. Et au moment où tu fracasses le silence de mort, il y a des mots qui sortent. Ça m'a pris un peu à la gorge comme ça, parce que en lisant, j'avais l'impression que c'était haletant, que c'était comme si là, c'était chaque mot était une bouffée d'oxygène qui te sortait d'un étau, exactement comme tu dis tout à l'heure, mot après mot. Il n'y avait pas encore des phrases entières ou des grands textes. C'était d'abord vraiment des mots ou des toutes petites phrases, comme des toutes petites respirations, des étouffements, des Des étouffements. j'en sais rien. On vient d'inventer le Libération, mot. libération. Oui. Alors j'ai envie de lire ces paragraphes-là, si ça va pour toi. Je pense qu'on va aussi terminer par ça parce que, enfin, tu pourras réagir, mais je pense qu'il ne faut pas faire une vidéo trop longue, non? Très bien. Ok. C'est fort, hein. Je fracasse le silence de mort. Et tu le fracasses en donnant le nom de la maladie de ton père. Schizophrénie paranoïde. Oui, quel nom pour cette chose sans nom, tellement hideuse, si honteuse qu'il faille l'entourer de toutes les précautions d'un silence plombé par des murs infranchissables. Je lis des morceaux, hein, je passe certains passages. Quel nom monstrueux à cette fissure abyssale, cette faille intime, cette défaillance ultime, qui est sans retour ni rémission. Schizophrénie paranoïde. Je sais qu'il me faut désormais partir de là, de cette fissure originelle, de ce silence autour, de tous ces non-dits, de ces miettes, de ce cœur ébréché, de ces petits bouts éparpillés en moi. Qui suis-je? Une enfance avortée, une blessure toujours ouverte, béante et lancinante. Ce n'est pas moi, c'est mon double. Je suis coupée en deux, désespérément. Lorsqu'on comprend cela, on m'a compris, on a compris mon mal-être en totalité. Mais personne pour l'entendre. Personne. Si c'est moi qui est dans l'émotion, ça va plus. Personne avec un amour assez grand. Personne capable de me guérir, et je reste avec un cœur meurtri, et ce constat me meurtrit plus encore. Seul, désespérément. Toute ma vie, j'ai été contraint, toute ma vie ne fut que contrainte. Cela cessera-t-il un jour? Vais-je expirer de la sorte? Suis-je en train d'expier? Une légèreté non feinte est-elle possible? Y ai-je seulement droit? Je n'ai pas trouvé le chemin. Cessez tout raisonnement vain, cessez toute explication stérile. Seul. Une vie faite d'entraves, sans véritable liberté ni étoffe, faite de combats perdus d'avance, juste pour survivre encore. Une vie morte, éterne, telle une épave à la dérive. Seul.
longer les murs, aller sans être vu, faire avec douleur, penser avec désolation, disparaître. Garder encore la tête hors de l'eau, seul. Je voudrais remonter et voir la lumière, encore espérer, mais le puis-je seulement? Trop vite, il me faut redescendre encore, au creux de mon malheur, ne devoir compter que sur moi, dans mes obscurités, opaques, seul. Et Dieu dans tout ça? Abandon et tristesse, silence et solitude, pourquoi? Jusqu'où? Jusqu'à quand? Une parole? Un jour? Conduit au désert. 40 ans déjà. Seul. Souffrance, déréliction, incompréhension, solitude et désolation. Être homme, nudité, agenouillé, sans force, naufragé. Reconnaître, prendre conscience, admettre l'inadmissible, plus d'illusions possibles, mot à mot, seul à seul. Communiquer, sortir de soi, comment? Renaître, comment? Possible encore, malgré tout? Croire, espérer, attendre, seul, si seul, à désespérer. Puiser encore, s'épuiser toujours, mais qui me fera naître? Mais qui me donnera enfin vie? Je recherche la connaissance, je recherche la reconnaissance, une main, un secours, en vain, seul. Creuser un peu, encore, atteindre, l'ultime, soi, seul, esselé, essoufflé, étouffé, écorché, éprouvé, exténué. Étonné de mon passé, d'être passé par là, d'être encore vivant, d'oser enfin un peu de lucidité. Seul, démuré, briser le silence, briser mes peurs, angoisse et ténèbres, desserrer les taux au risque de me briser. Je suis seule, seule à décider, seule à ne rien décider, seule à garder le poing fermé, seule à tenter une main ouverte. Seule à décider de pardonner, seule à décider de donner, seule à décider de tourner la page. Briser mon lourd destin, briser mon silence, briser mon étau, briser mes chaînes, briser ma carapace, briser mon impuissance, briser ma solitude, briser mon cercle vicieux, briser mon enfer. Ainsi voilà résumé l'essence, l'essentiel de ce que je suis, le prix de ma vie, au prix de ma vie, au péril de ma vie, fragment, lambeau, lourd destin, larme inconsolable, éprouvée, réprouvée, loin, si loin de tout, de moi, des autres, tellement proche de la folie. Oui, c'est bien lu et ces mots en fait sont les premiers que j'ai mis. C'est comme un long accouchement et je me dis en fait malgré le fait que j'ai l'impression dans chaque mot de trahir ce que je voulais dire, d'être encore tellement confus que c'était chaque fois un petit peu à côté de ce que j'aurais voulu dire et en même temps je me dis que ces mots ils sont ce qu'ils étaient à cette époque-là et que de fait c'était ça, c'est-à-dire qu'ils résonnent toujours aussi juste en fait malgré le temps passé. C'est ma part d'héritage en fait que j'ai d'abord pris comme un lourd fardeau, faisant faisant bien cette part et le chemin de solitude il vient évidemment du fait que mon père étant schizophrène, je ne pouvais rien attendre de son côté. Et en même temps, cette maladie, évidemment, elle était visible, quoi. Même si, dans un premier temps, j'ai vécu avec ça sans m'en rendre compte. Quand on est dans une famille sans se rendre compte de ce qui se vit dans cette famille au niveau dysfonctionnement. Et même la maladie, qui est peut-être quelque part extrêmement visible, pour un enfant, peut passer pour quelque chose de banal, de normal, et que ce qui se vit dans la famille, c'est finalement ce qui se vit ailleurs, à défaut de savoir ce qui se vit vraiment ailleurs. Donc, mettre des mots sur la maladie du père, c'était super important, mais ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que je me suis dit que la part d'héritage, elle est double. Il y a la filiation paternelle,
Et puis il y a la filiation maternelle qui pour moi était beaucoup plus compliquée à creuser parce que ça se voit moins. Le silence d'une mère, elle-même quelque part cachée derrière des apparences, derrière un masque, en disant toujours tout va bien, en disant toujours le passé c'est le passé, et donc en nous faisant comprendre que quelque part on n'a pas interrogé le passé et que et qu'il n'y a effectivement personne pour mettre des mots sur ce que l'enfant, l'adolescent, l'adulte vit, et qu'il y a absolument une impossibilité totale de d'aller questionner en fait ce vécu au point où finalement la source de son salut, il faut la trouver effectivement en soi à travers à travers les mots et oui, et petit à petit il y a de fait une une petite brèche, une petite lumière avec parfois la tentation de s'y raccrocher comme si on était enfin sorti du puits et de se rendre compte que non, à l'intérieur, et la blessure est toujours vivace et la confusion toujours profonde et une trop grande espérance quelque part fait du bien et puis fait du mal parce que il y a la rechute qui vient et la tentation du coup aussi d'abandonner, de se dire qu'on n'en sortira jamais en fait. C'est quelque chose de terrible de se dire que quelque part on ne sortira jamais de ce cercle vicieux et qu'en plus on ne sait pratiquement en parler à personne. Donc oui, ça c'est effectivement le premier livre, Sophie, un peu comme le premier livre de Charles Juliet, Ténèbres en terre froide. Et pour des personnes qui n'ont pas traversé cela, elles peuvent se dire voilà, c'est véritablement sombre et donc quelque part c'est entre guillemets inintéressant. Mais pour quelqu'un qui est passé par là, moi qui ai lu à l'époque quand j'étais dans cet état d'incompréhension, de confusion, de désespérance. Le fait justement de lire ce premier journal de Charles Juliet, ça m'a vraiment dit, il y a véritablement des gens qui sont allés jusqu'au fond du trou. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui, pour le coup, m'a rejoint au plus intime de moi-même, en me disant, je peux peut-être enfin me fier aux mots des autres. Et je guettais ça, en fait. C'est-à-dire que page après page, je me disais peut-être qu'à un moment donné, je vais sentir que il y a quelque chose de faux. Cet homme que je ne connais absolument pas, il est peut-être comme tellement d'autres hommes qui ont écrit de superbes journaux, mais en fait, c'est un peu du talk. Et j'avais besoin, moi, en fait, d'être absolument sûr que ce qu'il disait, il avait vécu pour justement pouvoir me raccrocher à l'espérance qui se cachait malgré tout derrière ces mots. Euh, donc voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça que tu cherchais? C'est-à-dire que je peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre ce silence mortifère dont tu parles de ta mère qui dit on fait comme si tout allait bien, c'est-à-dire on doit être faux, c'est-à-dire qu'on se quitte soi-même, ce qui est une forme de mort, évidemment. Et le fait que tu cherchais chez Charles Juliet quelqu'un qui allait être le contraire de ça, c'est-à-dire bas les masques et je suis moi-même et je te dis vraiment qui je suis et ce que je vis pour te permettre en miroir d'oser te rejoindre toi aussi dans tes souffrances, ne plus avoir honte de tes souffrances, ne plus chercher à les cacher, mais faire face. Je... Tu rigoles Oui. pourquoi? Ah, parce que tout est très juste, mais c'est vrai, ce n'est jamais que le premier livre, c'est-à-dire que Et le début du premier livre. c'est l'amorce en fait, mais Oui, c'est vrai que le décapage évidemment se poursuivra par la suite, et c'est vrai que c'est une remise en question, puis il y en a d'autres qui doivent suivre pour de plus en plus c'est ça. aller vers cette lumière que l'on perçoit faiblement, mais au moins de temps en temps par instant. Ouais. Mais on la voit déjà dans tes textes. Même ce texte terrible que je viens de lire, il y a un moment, pour moi, de tournant où justement tu utilises le mot face. Cette fois-ci, c'est plus le masque, c'est plus, euh, on ne se cache pas, on fait face. Ouais. Face au poids de mon existence, face à ce face à face à ces vérités, face à cette découverte, face à ces mots enfin, enfin possible.
Et là, on sent que les mots qui sauvent, effectivement, même si c'est une atroce vérité dont tu parles, amputée d'une partie de soi, horreur sans nom ni visage, tu vas pouvoir, en fait, t'extirper de ça en le regardant en face. Ça te permettra une certaine distance avec, on sent dans ton texte. Et tu peux écrire ensuite des choses comme désormais m'approprier, ma vie, mes mots, mon passé, ma douleur, me reconnaître. Ah oui, tout à fait. Ce premier livre, je le disais tout à l'heure, a été un véritable accouchement. Et donc, il a commencé dans le doute le plus complet, à essayer de poser des mots et en se posant la question de savoir effectivement si un jour je serai acteur de ma vie. Et puis à la fin, il y a effectivement un chemin qui a été accompli et le, je dirais pas l'évidence, mais l'amorce de quelque chose qui est enfin rendu possible. Et puis ce mot qui pour moi était un mot absolument tabou et même extrêmement inaudible, honteux, culpabilisant par rapport à tout ce que j'avais subi, par rapport au silence, par rapport à l'absence de désir personnel. C'était justement le mot désir, mon désir, quoi. Donc ça c'est donc voilà ça se termine effectivement par là et donc entre le bâillon et le désir il y a déjà un certain chemin qui a été accompli et donc c'est vrai que c'était un pour moi c'était même si ce livre est resté très caché que ma mère n'a jamais rien lu même s'il y a une lettre à ma mère en fait à la fin dans l'espoir peut-être qu'un jour ce livre lui tombe dans les mains, mais en fait voilà, je l'ai écrit plus pour moi, pour me libérer et effectivement l'auto-édition, oui. Oui. Donc là, on a juste été au début du livre. C'est tellement dense tout ça. Et puis, non, mais tout ton livre est très, très dense. Et puis, on n'ira pas autant au cœur des choses. Enfin, si, on ira au cœur des choses, mais pas avec. Ça prendra pas autant de temps avec les autres livres, je pense, parce que là, celui-là, il est d'une densité incroyable. Et, donc, la suite du livre, c'est ce fameux passage proche de la mort, qui est ton cancer, qui me fait penser à ce qu'a vécu Fritz Zorn, que tu aimes beaucoup dans son livre Mars. Il parle Ouais. de son cancer en disant si je meurs de ce cancer, on pourra dire que j'ai été éduqué à mort. Mhm. Et il en est mort. Et toi pas. Et donc voilà, tu guéris de ce cancer. Ce livre parle de cette guérison ou pas. Et ensuite, petit à petit, tu remontes à main nue, comme tu dis, le gouffre pour revenir à la vie qui n'est pas juste la guérison d'une maladie, mais qui est aussi ta vie globalement, ta vie à toi, euh, Ouais. au fil des livres suivants jusqu'à aujourd'hui où tu parviens pas seulement à mettre des mots haletants sur un papier, mais à parler publiquement. Oui, mais tu sais, je pense que un pas en entraîne un autre. C'est vrai que j'ai été quelqu'un qui dans un premier temps, justement, pour sortir de ce carcan, pour sortir de ce conditionnement, d'une certaine forme d'emprise et de ce mutisme, j'ai eu besoin de quitter ma zone de confort, pas à pas, et véritablement aussi à certains moments de forcer mon être justement pour le contraindre à sortir de ce carcan, de cet enfermement, de ce que j'ai souvent vu comme étant une prison sans barreaux, mais dans laquelle finalement je ne pouvais me mouvoir qu'à l'intérieur, incapable que j'étais de respirer à l'air libre et de rejoindre du coup mes semblables, quoi. Et cette difficulté aussi, quelque part, de se dire que euh, malgré le fait que le lien a pu être détruit euh, ou simplement n'a pas pu naître parce que les parents eux-mêmes n'étaient pas en lien avec eux-mêmes, se dire qu'à un moment donné, malgré la peur de son semblable, on ne peut finalement espérer vivre un jour qu'en retournant vers ce semblable, c'est-à-dire en nouant le lien qui a manqué,
c'est-à-dire en rejoignant l'autre, c'est-à-dire en mettant des mots sur sa propre histoire et en se disant que sa propre histoire peut-être va être entendue par d'autres personnes que soi et que de ce fait-là, on va être quelque part validé dans son vécu et que on ne va pas simplement dire comme éventuellement la mère, le passé, on n'y revient pas. Il y a quelqu'un qui va peut-être effectivement pouvoir entendre ce passé et quelque part, d'une façon ou d'une autre, nous, nous consoler de ces larmes rentrées, de cet abîme qui a été vécu et traversé. C'est vrai que c'est une longue histoire. Il y a aussi ces mots d'Alice Miller, je ne sais pas si je peux les retrouver ah mais oui, justement, si c'est possible pour toi, si ça ne te dérange pas. Oh, mais non, c'est toi qui es maître ici. Non, c'est toi qui déroule le film, donc moi je veux Non, pas. mais terminons par ça, bonne idée. Oui. Oui. Alors, puisque mon père effectivement est décédé, je vais alors plutôt terminer effectivement sur cette lettre à ma mère qui reprend à l'entame ces mots d'Alice Miller qui m'a tellement aussi touché euh, et qui dit ceci. Nous bâtissons de hautes murailles pour nous protéger de la douloureuse histoire de notre propre enfance. Il nous faut abattre ce mur du silence, en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Retrouver l'enfant méprisé, abandonné, trahi, que nous étions jadis. Nous devons apprendre d'où viennent nos souffrances, et c'est évidemment ce qui est le plus important. Non seulement apprendre d'où viennent nos souffrances, mais surtout ensuite, et que l'on peut en guérir. C'est ça le message d'espérance, d'espoir, c'est que malgré quelque part la mort qui nous attend, et je pense que parfois, moi, c'était aussi je me suis dit parfois, mais à quoi bon, de toute façon, on va quand même mourir. Donc, à quoi bon commencer à passer des années sans savoir, à se creuser, essayer de sortir vivant de cet enfer, puisque de toute façon, au bout du compte, ou de l'existence, il y a la mort. Donc très longtemps, je pense aussi que ça m'a un peu plombé de me dire, mais de toute façon, on va mourir, Pascal. Donc le plus tôt, le mieux, et donc commencer à casser la tête, à essayer de remonter. Et puis, je me dis, mais je suis quand même là, donc autant profiter le mieux possible de ce temps pour sortir quand même la tête de l'eau, en se disant que ça vaut quand même peut-être la peine de vivre le reste de nos jours de la meilleure manière qui soit, pour se rejoindre et puis pour rejoindre autrui. Et c'est vrai que je trouve que c'est tellement magnifique d'apprendre à se connaître, à être de plus en plus apaisé, et puis du coup d'être capable comme jamais de rejoindre autrui. C'est magnifique en fait. C'est j'ai envie de dire plus c'est inespéré, plus ça valait le coup quoi. Voilà, c'est ça, ça valait le coup d'avoir du coup cette magnifique opportunité de rencontrer aussi toutes ces personnes qu'on pensait ne jamais pouvoir rencontrer par incapacité d'être, se dire qu'en étant un peu soi, on peut enfin être en lien avec les autres et découvrir ce qui nous était inconnu et s'ouvrir à soi, s'ouvrir à l'autre. Et du coup, forcément aussi s'ouvrir à l'amour pour soi et s'ouvrir à l'amour pour les autres. Parce que c'est ça, en fait. Le désir, c'est pas un désir, on va dire, mesquin, égoïste. C'est le désir d'être avec soi d'abord pour être avec les autres ensuite. C'est ce petit rien-là qui semble anodin, qui dans le quotidien fait ce tout désirable. Et c'est un petit peu effectivement ce que j'essaie de retracer dans ce premier livre, sans savoir où les mots allaient me conduire. Magnifique. Voilà, Sophie. Eh bien, Donc, écoute.
C'est moi qui dois dire voilà, Pascal. Eh ben Tu es trop voilà. habitué à être celui Oui. qui a... Je te laisse le mot de la fin alors. Non, non, justement, c'est ça que tu dis aux gens. Donc, je t'ai laissé le mot de la fin. Mais voilà, Pascal. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci à toi, Sophie, d'avoir été cette complice quelque part qui, peut-être pour la première fois, m'a permis de me dire pas simplement au travers des mots dans un livre, mais au travers des mots dans le cadre d'un échange. Donc, un tout grand merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.